On va s'intéresser aujourd'hui à Al-Andalus, une civilisation musulmane qui, pendant presque 800 ans, a non seulement brillé dans la péninsule ibérique, mais a aussi laissé un héritage incroyable, souvent méconnu, qui a aidé à façonner l'Europe telle qu'on la connaît. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment une civilisation a-t-elle pu non seulement tenir aussi longtemps, mais aussi devenir un pont de savoir essentiel pour une Europe qui sortait à peine de ce qu'on appelle souvent l'âge sombre? Eh bien, toute la réponse se trouve dans son histoire. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Al-Andalus, c'était ça. Un territoire qui couvrait la plus grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Espagne et le Portugal. Et c'est là que tout commence. Tout débute avec une arrivée assez spectaculaire, il faut le dire. Une nouvelle force entre en jeu sur la scène européenne et va changer pour toujours le destin de la péninsule. On est en 711. Une armée menée par le général Tariq ibn Ziyad franchit le détroit et accoste sur le rocher qui d'ailleurs porte encore son nom. Gibraltar, ça vient de Jebel Tariq, la montagne de Tariq. En face, le royaume wisigoth, qui est déjà bien affaibli par des conflits internes, s'effondre très très vite. Et ce qui est vraiment frappant, c'est la vitesse à laquelle tout ça évolue politiquement. Regardez, en à peine 2 siècles, Al-Andalus passe d'une province conquise à un émirat indépendant, puis carrément à un califat ultra-puissant qui rivalise avec les grands centres de pouvoir de l'époque comme Bagdad ou le Caire. Et au cœur même de ce califat, il y avait une ville qui allait devenir le centre intellectuel et culturel de tout l'Occident médiéval, Cordoue. Il faut s'imaginer une métropole bouillonnante de vie, avec des rues éclairées la nuit, des bibliothèques publiques, des bains. À une époque où, soyons clairs, Londres et Paris étaient encore des villes assez modestes. Cordoue, elle, était une capitale absolument resplendissante. Mais Cordoue n'était pas juste une grande ville, c'était un véritable cerveau en ébullition, un carrefour de l'innovation. On y avait des philosophes qui débattaient des textes d'Aristote, des médecins qui inventaient de nouvelles techniques chirurgicales, des ingénieurs qui perfectionnaient des systèmes d'irrigation qui ont complètement transformé l'agriculture locale. Mais le truc qui rend cette société vraiment à part, c'est son rapport au savoir. L'importance donnée à l'éducation, y compris pour les femmes, a créé un dynamisme intellectuel assez exceptionnel. C'était quelque chose de quasi impensable dans le reste de l'Europe à la même époque. Et on a des figures qui incarnent ça à la perfection, comme Walada bint al-Mustakfi. C'était une fille de calife, une poétesse célèbre, qui tenait son propre salon littéraire. Un lieu où les plus grands esprits de son temps venaient échanger, débattre. Elle symbolise vraiment cette liberté intellectuelle et sociale que certaines femmes pouvaient avoir à cette période. Bon, mais alors comment fonctionnait cette société si brillante? Comment les différentes communautés, les différentes religions vivaient ensemble? C'est toute la question derrière ce fameux concept de convivencia. Alors là, il faut être très clair. L'idée d'une sorte de paradis de tolérance, d'une harmonie parfaite, c'est un mythe. C'est une vision un peu moderne. La réalité, comme le disent les historiens, c'est plutôt celle d'une société poreuse. Oui, il y a eu des périodes d'échanges intellectuels incroyables et de contact au quotidien. Mais il y a aussi eu des tensions, de la violence, des statuts inégaux. C'était une coexistence complexe, pas une utopie. Bien sûr, cet âge d'or n'a pas duré éternellement. Des divisions à l'intérieur et une pression qui monte à l'extérieur ont doucement amorcé un très long déclin. L'année 1031, c'est vraiment le grand tournant. Le califat s'effondre et Al-Andalus se brise en une multitude de petits royaumes qu'on appelle les taïfas. Et évidemment, cette fragmentation politique a énormément affaibli le pouvoir musulman, le rendant bien plus vulnérable face aux royaumes chrétiens du Nord qui, eux, commençaient leur expansion. Et il faut bien prendre la mesure du temps. La Reconquista, donc la reconquête chrétienne de la péninsule, ça n'a pas été une guerre éclair. Ça s'est étalé sur près de 8 siècles. C'est une durée immense de la première incursion jusqu'à la chute du tout dernier royaume. Le tout dernier acte, il se joue à Grenade. Le 2 janvier 1492, après un siège très long, le sultan Boabdil remet les clés de la ville. C'est la fin de près de 800 ans de présence politique musulmane dans la péninsule ibérique. Mais attention, la fin politique d'Al-Andalus, ce n'est pas du tout la fin de son histoire. En fait, c'est presque là que son héritage le plus important commence vraiment à se diffuser. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que la fin de la domination musulmane coïncide quasiment parfaitement avec le début de la Renaissance européenne. Et ce n'est pas un hasard. Tout le savoir qui avait été accumulé pendant des siècles en Al-Andalus va littéralement se déverser et irriguer l'Europe, agissant comme un puissant moteur intellectuel. Et l'ampleur de ce transfert, elle est juste vertigineuse. Pensez-y une seconde. Les commentaires d'Averroès sur Aristote, ça va révolutionner la pensée médiévale. Les manuels de médecine d'Avicenne y deviennent des classiques dans toutes les universités européennes. Et bien sûr, l'arrivée des chiffres qu'on dit arabes et de l'algèbre,
Grâce à des savants comme Al-Khwarizmi, ça pose les bases des mathématiques modernes. Alors, comment tout ce savoir a voyagé? Eh bien, c'était un processus en 3 temps, si on veut. D'abord, les savants d'Al-Andalus ont préservé et commenté les textes de l'Antiquité grecque. Ensuite, dans des villes comme Tolède, des équipes entières de traducteurs, musulmans, juifs, chrétiens, ont rendu ces trésors accessibles en latin. Et enfin, ces traductions ont nourri les toutes nouvelles universités de Bologne, Paris, Oxford, semant les graines de la Renaissance. Au final, l'histoire d'Al-Andalus, ce n'est pas juste celle d'un royaume qui a disparu. C'est le récit fascinant de la manière dont les idées voyagent, se transforment et finissent par construire de nouveaux mondes. Et ça nous laisse avec cette question: quel pont de connaissances sommes-nous en train de construire, nous, aujourd'hui ?